Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandre Coulondre. Je suis chercheur associé à l'École des Ponts et consultant indépendant sur des questions d'exploitation de données immobilières. Et je suis très heureux d'animer aujourd'hui ce petit déjeuner du connecteur Innovation Recherche sur la donnée pour deux raisons particulières. Déjà le thème, puisque la donnée et l'exploitation de la donnée est un sujet qui m'occupe au quotidien, mais aussi parce que cet événement est co-organisé par la Fondation Palladio et par le LIFTI, deux structures avec lesquelles j'ai un rapport particulier, puisque il y a quelques années, quand je finissais ma thèse, la Fondation Palladio m'a octroyé une bourse pour finir mes travaux. Et depuis, je suis un des alumni de la Fondation Palladio, et les alumni ont un réseau qui se réunit régulièrement. Et par ailleurs, le LIFTI, au sein du LIFTI, je co-anime le comité sur la data. Donc le LIFTI qui est une autre fondation. Et donc ces deux structures devaient se réunir un jour ou l'autre. Et je suis heureux que ça soit aujourd'hui autour de ces questions. Alors comme l'événement est co-organisé, il y a des invités de Palladio, des invités du LIFTI. Peut-être qu'on va présenter les deux structures rapidement et aussi qu'est-ce que le connecteur Innovation Recherche. Donc je vais laisser la parole à Étienne Rio pour présenter un petit peu le connecteur et la fondation Palladio. Merci beaucoup Alexandre, bienvenue à toutes et à tous à la maison Palladio. C'est la maison de la Fondation Palladio qui a bientôt plus de 10 ans et qui a été fondée sous l'égide de la Fondation de France pour promouvoir la rencontre entre les professionnels et les futurs professionnels de la ville de demain et pour agir pour cette ville de demain. Alors, il est vrai qu'on a vu une inscription massive d'étudiants à ce petit déjeuner sur les données urbaines, donc j'en profite pour vous présenter très, très brièvement les activités de la Fondation. La Fondation, elle a d'abord un pôle Avenir, qui est un pôle qui soutient les futurs professionnels et les jeunes chercheurs. Donc nous lançons l'appel aux étudiants. Nous avons un challenge dans le cadre de ce pôle Avenir qui s'appelle Make the City, dont l'inscription est ouverte jusqu'au 24 novembre, sur lequel vous pouvez répondre sur des projets d'innovation urbaine autour de 3 axes, l'immobilier bas carbone, l'inclusivité et l'intelligence, et être intelligent et connecté, versus l'inverse, qui vous permet de pouvoir proposer des innovations urbaines qui seront observées par un jury et qui vous permettront aussi de remporter un prix pour lancer votre initiative. Deuxième soutien de la Fondation pour les jeunes chercheurs et les étudiantes et étudiants en poursuite d'études, les bourses de la Fondation Palladio, dont le démarrage 2023 sera possible à partir de décembre de cette année, où vous pourrez former un dossier de candidature et votre dossier sera examiné par un jury de professionnels et d'experts. Et les bourses, en général, c'est 10 bourses de 10 000 € qui sont attribuées chaque année à des jeunes chercheurs ou à des personnes en poursuite d'études, c'est-à-dire plutôt en master spécialisé. Donc ça, c'est pour la partie pôle avenir de la Fondation. Ça vous donne un peu un premier panorama des actions que fait la Fondation pour la génération qui vient, la génération qui sera aux commandes et qui va avoir de nombreux défis à relever. Par ailleurs, nous avons un autre pôle qui s'appelle le connecteur Innovation Recherche et qui vise à faire se rencontrer professionnels dans les entreprises de la production urbaine, chercheurs, concernés par les enjeux de la production urbaine, de tous les horizons, que ce soit les horizons de disciplines des sciences dites dures ou des sciences humaines et sociales. Et nous avons, dans le cadre de ce connecteur, des petits déjeuners thématiques, dont celui-ci, qui est animé souvent désormais par les anciens boursiers de la Fondation, parce que c'est souvent des chercheurs qui désormais sont dans des laboratoires ou ont des carrières spécifiques pour la recherche. Et ces petits déjeuners ont vocation à tisser quelque chose. On ne sait pas toujours en recherche ce que ça va donner. Et notre objectif, c'est justement de faire en sorte de pouvoir créer plus de liens, de faciliter un chemin commun entre professionnels économiques et professionnels de la recherche. Je m'arrête ici pour la présentation du connecteur. Je tiens à remercier chaleureusement Alexandre de relever le défi d'animer. Et surtout, n'hésitez pas, vous verrez à la suite des interventions, il y aura évidemment un échange nourri. Pour votre information, cette session du petit déjeuner est enregistrée et elle sera rediffusée ensuite. Donc si vous voulez partager ça avec vos amis, vous pourrez leur suggérer de nous retrouver sur Internet. Merci Étienne. Alors un petit mot sur le LIFTI. Donc le LIFTI a été créé en 2018. C'est un think tank qui souhaite remettre la question foncière au centre du débat public.
en partant de ce principe que les géographes connaissent bien, mais que tout se passe quelque part, et donc tout se passe sur du foncier. Et donc l'idée du Lifty est de produire des idées et des recherches plus ou moins appliquées sur ce sujet, en réunissant tous les acteurs de la chaîne de valeur du foncier. Donc le Lifty est organisé en plusieurs comités. Un premier sur l'économie circulaire du foncier, avec tous ces enjeux de transition écologique liés à la terre. Un deuxième sur les stratégies foncières des territoires. Et un troisième sur la donnée. Donc j'ai la chance de co-animer avec certaines personnes qui sont dans la salle. Voilà, et là on traite de sujets plutôt techniques sur comment on utilise la donnée, quel est le niveau de qualité de cette donnée, quel type d'application, de service on peut faire à partir de cette donnée, et aussi faire un lien avec les pouvoirs publics ou les institutions qui libèrent ces données pour leur faire des retours d'expérience. Voilà. Donc de la donnée, il va être question aujourd'hui, cette donnée territoriale, urbaine, immobilière, foncière qui déferle sur nos villes avec depuis quelques années de nombreuses sources qui sont libérées. D'abord par la puissance publique et l'État français qui est très proactif sur ces sujets-là, qui a créé en 2011 Etalab, qui est une administration chargée d'identifier dans l'administration publique les données potentiellement disponibles et de les mettre à disposition. Etalab qui a lancé aussi un site data.gouv en 2011 qui met à disposition ces fichiers pour le grand public. On peut penser aussi à tous les open data locaux qui se sont développés à l'échelle des régions, des départements, des intercommunalités. Sur ces open data, vous pourrez trouver aujourd'hui des données sur le trafic de transport et les transports publics de façon quasiment instantanée, ou alors des données sur la localisation du mobilier urbain, tout un ensemble de données qui aujourd'hui sont mises à disposition. Des acteurs à l'extérieur de la sphère publique mettent aussi à disposition des données, alors de façon peut-être moins franche, mais par exemple les notaires mettent aujourd'hui à disposition des indicateurs à l'échelle des communes sur les transactions immobilières, donc on sent ce mouvement de libération des données qui gagnent au-delà de la sphère publique, et puis bien sûr les entreprises qui produisent des données originales ou des exploitations originales de données ouvertes et qui vont proposer à leurs clients tout un ensemble de données, on en parlera aujourd'hui, et de services associés à ces données. Bref, on est dans l'ère de ce qu'on pourrait appeler le big data urbain ou le big data territorial. Et d'ailleurs, il y a des géants, des multinationales du numérique qui ont pris le tournant. On peut penser notamment à Google et son projet de Smart City à Toronto, qui misait sur une ville gouvernée par la donnée et gouvernée aussi par les algorithmes et l'intelligence artificielle, en tout cas dans sa gestion quotidienne. Alors ce projet en l'occurrence a été abandonné, si j'ai bien compris, il y a quelques temps, donc ça nous pose aussi question sur peut-être les limites de ce modèle de la donnée, on y reviendra j'imagine. Mais voilà, donc on va se demander aujourd'hui qu'est-ce que ça change, l'accès à ces données, la diffusion de ces données, l'utilisation de ces données pour les acteurs de la production urbaine, de l'aménagement du territoire. Voilà. Est-ce qu'on peut compter sur cette donnée pour, on va dire, atteindre les grands enjeux de notre siècle, qui sont notamment celui de la transition écologique? Comment la donnée peut nous aider et quelles limites a-t-elle? Comment gouverner une ville avec la donnée ou une ville qui est gérée avec la donnée et les algorithmes? Et dans cette économie, on va dire, où la connaissance et les hauts niveaux de formation technique est indispensable, quel lien les acteurs de la donnée urbaine entretiennent-ils avec le monde de la recherche ou le monde universitaire en général? C'est un peu l'objet du connecteur innovation en recherche. On se posera aussi cette question aujourd'hui. Alors, on se posera ces questions avec trois invités que je remercie chaleureusement d'avoir accepté de venir nous parler aujourd'hui. Alors, il y a Antoine Courmont au centre, qui est docteur en sciences politiques et directeur scientifique de la chaire Ville et numérique de Sciences Po Paris, et qui a publié récemment 2 ouvrages, Quand la donnée arrive en ville, Open Data et gouvernance urbaine, en 2021, et Gouverner la ville numérique, en 2019. On écoutera ensuite Hubert Béroche, qui est le fondateur du think tank Urban AI sur l'intelligence artificielle. Il est également président de AI for Tomorrow et étudiant à l'école polytechnique.
Et puis nous écouterons Renaud Heller, qui est responsable des alliances et partenariats chez Namer. Il vous présentera Namer, mais en 2 mots, c'est une entreprise française spécialisée dans la production de données et de fourniture de services numériques relatifs notamment aux questions de rénovation énergétique des bâtiments. Voilà, donc à partir de maintenant, nous allons écouter nos 3 invités. Ils ont la mission de parler pendant 15 minutes maximum. Ensuite, nous aurons une petite série de questions à la fin de chaque présentation. Et une fois que les 3 intervenants seront passés, on aura un grand débat tous ensemble, j'espère très riche et très long. Et en tout cas, tout ça nous mènera jusqu'à 10h30, où ce petit déjeuner se terminera. Donc je vais passer la parole à Antoine Courmont pour son intervention. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi, j'ai la lourde tâche d'être le premier à parler et donc de représenter le champ académique universitaire et sur la question des données urbaines et notamment sur l'open data. Donc on a discuté avec Alexandre, open data qui était le sujet de ma thèse pour comprendre un peu en quoi l'open data pouvait changer ou pas les relations entre les acteurs publics, privés et tous les acteurs qui font la ville et donc les enjeux de gouvernance urbaine. Et donc, moi, j'ai étudié ça, donc ça remonte maintenant à quelques années, mais notamment sur le terrain de la métropole de Lyon, qui était le terrain principal sur lequel j'ai étudié, et donc pour suivre un peu la politique d'open data en train de se faire, pour un peu comprendre les changements derrière sur les chaînes de la donnée que cela pouvait impliquer. Ce que je vous propose ce matin, donc, c'est retracer avec vous un peu cette histoire de l'open data, et aussi en prenant donc l'exemple de la métropole de Lyon, un peu comment les principes généraux autour de l'open data s'appliquent différemment selon les territoires, selon les secteurs d'action publique et selon les intérêts qui peuvent être défendus par tel ou tel acteur qui s'implique dans ces politiques d'ouverture des données. Et puis, donc, puisque c'est un peu l'argument que je souhaiterais défendre, c'est qu'il n'y a pas une politique d'open data, mais qu'il y a des politiques plurielles d'open data, et cela va impliquer derrière des modalités de réutilisation qui vont être très diverses, plus ou moins faciles, plus ou moins aisées, et donc qui vont créer ou pas un marché de la donnée territoriale. Puisque pour remonter un peu en arrière, l'open data, en fait, c'est ce qu'on peut appeler un mouvement idéologique autour du libéralisme informationnel, donc, qui a été théorisé comme l'application des principes du libéralisme au flux d'informations, c'est-à-dire que l'information qui était stockée dans des bases, les données qui étaient soigneusement préservées, il y a eu tout un mouvement à partir du milieu des années 2000 pour que ces informations puissent circuler librement. Et c'est un mouvement qu'on peut appeler idéologique, puisque ça va transformer littéralement une manière de voir ce qu'est la donnée et comment on peut valoriser la donnée, notamment les données publiques. En effet, la donnée était considérée, et encore considérée traditionnellement, comme plutôt ce qu'on appelle des instruments d'action publique, donc des outils au service notamment des collectivités et de tous les acteurs qui participent aux politiques publiques. Et avec l'open data, on a un mouvement qui va s'opérer. La donnée continue à être un outil pour l'action publique, mais en plus devient un asset, un bien qui peut être valorisable sur un marché à partir duquel on peut créer de la valeur. Et ce mouvement de traduction de ces instruments est assez intéressant, puisque ça implique tout un ensemble de changements autour, même plus généralement, de nouveaux modèles économiques urbains autour de la data. Et ce mouvement du libéralisme informationnel et de l'open data, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est à la convergence de revendications portées par des acteurs très différents. Vous avez d'un côté des grands industriels de l'information qui, dès les années 90, le milieu des années 2000, vont très fortement faire des opérations de lobbying, notamment à l'échelle de l'Union européenne, pour passer d'un droit d'accès aux données publiques à un droit de réutilisation pour pouvoir créer de la valeur à partir de celles-ci. Et parallèlement à ça, vous avez, en particulier dans les pays anglo-saxons, au Royaume-Uni, aux États-Unis, un mouvement qui est plutôt porté par des acteurs de la société civile, et en particulier des acteurs issus du logiciel libre, de la culture numérique, qui va aussi revendiquer un droit de réutilisation des données publiques, mais plutôt à des fins de transparence de l'action publique, d'accountability et de participation citoyenne, entre guillemets, sur l'action publique. Mais donc, c'est des acteurs qui ont des motivations très différentes et qui ont un objectif
collectif qui va se rejoindre et qui va conduire à mettre l'open data à l'agenda des législateurs, à l'agenda des actions publiques nationales et locales. Et ça se traduit ensuite dans toute une série de lois successives à l'échelle de l'Union européenne, à l'échelle nationale, et des lois qui vont être globales. Donc en France, on pense notamment pour les collectivités à la loi pour les administrations publiques à la loi pour une république numérique qui va imposer l'ouverture des données publiques à tout un ensemble d'administrations publiques de plus de 3500 habitants, donc ce qui représente quand même en France un très grand nombre de collectivités. Mais également aussi, et ça c'est intéressant, c'est qu'on a ce mouvement de l'open data qui va aussi se sectorialiser, c'est-à-dire que dans un certain nombre de lois, vous allez avoir des textes, des décrets qui vont imposer à certains acteurs de certains secteurs, des transports, de l'énergie, de l'immobilier, d'ouvrir leurs données. Donc typiquement, dans les transports, vous avez la loi d'orientation des mobilités qui va renforcer encore ce mouvement de l'open data, mais pour le secteur spécifique des transports, avec du coup des orientations qui vont être un petit peu différentes en matière d'ouverture des données. Ça, c'est le cadre général à l'échelle supranationale et nationale. Mais ensuite, le mouvement de l'open data se traduit concrètement à l'échelle locale dans un certain nombre de politiques publiques d'ouverture des données qui vont être portées par les collectivités notamment. Donc en France, les collectivités pionnières là-dessus, on a des métropoles comme celle de Rennes. On a un certain nombre d'autres grandes métropoles qui vont s'inscrire dessus donc à partir des années 2010-2011 et notamment donc la métropole de Lyon que j'ai étudiée plus en détail où l'open data en interne va répondre à des objectifs qui vont être très spécifiques à la collectivité et qui vont du coup induire sur les manières d'ouvrir les données et de penser l'open data. Je m'explique, en fait, à l'époque, au sein de la collectivité, vous avez plusieurs acteurs qui se disent que dans l'ouverture des données, ça peut être intéressant pour leurs propres intérêts. Vous avez d'une part les personnes qui s'occupent de l'information géographique, donc le SIG, les sigistes, qui diffusaient de l'information et qui voient dans l'open data une manière de juste moderniser les manières de transmettre de l'information aux différentes communes du territoire, aux différents acteurs qui participent à l'action publique. Au lieu d'envoyer traditionnellement des CD ou de mettre à disposition sur un serveur faiblement accessible les données, là, de créer une plateforme va permettre de moderniser les manières de dialoguer entre les différents acteurs de l'action publique. Parallèlement à ça, vous avez aussi toute la direction au développement économique qui, portée par tout le mouvement autour de la Smart City, veut faire du territoire du Grand Lyon un territoire d'expérimentation pour attirer des entreprises, attirer des startups, attirer des innovateurs autour de la valorisation des données. Et donc là, ils voient vraiment dans l'open data la logique de développement économique. Et enfin, le troisième groupe d'acteurs au sein de la métropole qui va s'emparer du sujet, c'est la direction de la mobilité, qui, elle, a une grande ambition en matière de report modal et donc de faire passer de l'usage de la voiture vers d'autres modes de transport jugés plus doux. Et donc, comme levier potentiel, ils perçoivent l'information transmise aux voyageurs, et notamment l'information multimodale, comme un levier utile. Et donc ça pourrait être fait par l'administration en tant que telle, par les acteurs publics, mais eux, ils veulent aller plus loin et se dire qu'en ouvrant les données, ils vont laisser la mise en œuvre de ces applications multimodales aux acteurs privés qu'ils jugent plus aptes, plus innovants, plus agiles pour mettre en place ce genre d'application. Et donc, ils vont aussi s'inscrire dans ce mouvement de l'open data. Et pourquoi j'insiste sur ces trois groupes d'acteurs, c'est qu'on voit qu'ils ont des intérêts différents autour d'un mouvement similaire de mettre à disposition les données. Et il va y avoir des luttes un peu en interne entre ces trois groupes d'acteurs pour influer sur les manières dont on va ouvrir les données. Et la direction au développement économique et la direction de la mobilité, de par sa puissance interne, notamment par rapport au groupe sur l'information géographique, va un peu gagner la mise dans les manières dont ils vont orienter la politique publique. Et on va peu à peu considérer que la donnée, l'ouverture des données va permettre de construire un marché de la donnée territoriale où des entreprises privées vont pouvoir réutiliser les données, soit pour le développement économique, soit pour la politique de mobilité. Donc ça, c'est le principe général. Sauf que cette orientation, donc vous voyez déjà que tout le volet transparence, participation citoyenne qu'on a pu avoir dans d'autres collectivités au sein de la métropole de Lyon ne va pas être porté par des acteurs et donc ne va pas influer sur l'ouverture des données, ce qui va avoir des effets sur le type de données mises à disposition et les modalités de mettre à disposition les données.
Mais cette orientation marchande autour de l'ouverture des données, eh bien, elle va quand même provoquer un certain nombre de contestations, puisque vous avez un certain nombre d'acteurs au sein de l'administration qui considèrent que les données sont des instruments d'action publique pour le service, pour l'intérêt général, pour le bien public, et qu'il y a un risque en les mettant à disposition d'une forme de privatisation de ces données publiques, mais également un risque aussi que des acteurs privés, notamment, les réutilisent à des fins qui vont à l'encontre des politiques publiques menées. Et cela, on le voit même au sein de la politique de mobilité, puisqu'ils veulent mettre à disposition les données pour favoriser le report modal. Mais le risque qui est clairement défini, c'est est-ce que si des acteurs s'en emparent et qui favorisent l'usage de la voiture en ville, eh ben, on aura tout perdu. Et en fait, comment on pourrait mettre à disposition nos données sans nuire du coup à l'intérêt général qu'on souhaite défendre? Comment laisser faire un libre marché autour de l'ouverture des données, mais en orientant quand même les réutilisations? Et donc pour cela, ils vont mettre en place tout un ensemble d'instruments pour essayer de cadrer le marché des données ouvertes, des instruments qui prennent la forme de la manière dont on va, ce qu'on appelle brutifier les données, donc c'est-à-dire les rendre brutes pour les mettre à disposition sur la plateforme, et donc un peu travailler sur les données en amont qu'on va mettre à disposition, sur la question des formats, sur la question des standards, sur la question de la catégorisation interne, qui va orienter, qui va permettre ou pas certaines réutilisations. Donc ça, c'est un travail assez technique, mais qui est primordial derrière sur ce que l'on va pouvoir faire ou non avec la donnée. Je pense qu'on va pouvoir y revenir derrière, notamment en parlant des réutilisations. Il va y avoir aussi un certain nombre de travail autour des licences d'usage des données. Donc autour de l'open data, vous avez un certain nombre de licences différentes. Et donc le Grand Lyon fait un grand travail et continue de faire un travail pour essayer d'avoir des licences propres qui lui permettent de contrôler certaines réutilisations et donc pas d'être dans un libre-échange total autour de la donnée, mais de pouvoir connaître ses réutilisateurs et pouvoir, en cas d'utilisation qu'il juge contraire à l'intérêt général, eh bien, soit couper le flux d'accès aux données ou en tout cas pouvoir discuter avec leur utilisateur. Et enfin, il y a tout un travail aussi autour d'un certain nombre de création d'un écosystème et donc faire rencontrer producteurs et réutilisateurs de données à l'échelle locale. Notamment, donc, le Grand Lyon a créé ce qu'ils appelaient un Living Lab autour de la donnée qui s'appelait le TUBA, qui vraiment visait à faire rencontrer l'offre et la demande de données à l'échelle territoriale. Donc ça, c'est le principe. Je ne sais pas combien de temps il me reste. 2 minutes. Alors, je vais le garder pour la discussion derrière sur... donc là, il y a une offre de données qui a été mise à disposition par le Grand Lyon. Derrière se pose la question, est-ce que cette offre de données va effectivement rencontrer la demande? Est-ce que ce marché va créer de la valeur à l'échelle territoriale? Donc là, je crée le suspense, on pourra en discuter en discussion. Mais par contre, juste pour conclure, et ça c'est un mouvement global qu'on observe sur toutes les collectivités, c'est ce mouvement de l'open data, en fait, il a très fortement permis de mettre le sujet de la data à l'agenda des collectivités. Et elles vont derrière entamer tout un ensemble de constructions et de réorganisations administratives pour gouverner leurs data, gouverner les data à l'échelle du territoire, avec la création de nouveaux profils, la mise en place de stratégies autour de la donnée, et avec cette idée que pour gouverner la ville d'aujourd'hui et de demain, il faut qu'ils gouvernent les données sur leur territoire. Et avec une accentuation très forte du passage de l'open data à la data, et une orientation très forte aussi autour de non plus tant la participation et la transparence de l'action publique, mais encore en partie le développement économique et surtout la modernisation des modes de faire de l'administration au travers de la data et vers un objectif de politique publique data-driven, mais on en reste encore aux prémices. Merci beaucoup Antoine Cormon pour ce cadrage sur les politiques d'open data. Alors on voit bien que finalement l'open data n'est pas neutre quand il vient de la puissance publique. Il y a aussi derrière des objectifs de politique publique à atteindre derrière la fourniture des données. Et cette question justement des licences et de la façon dont il y a ouverture, mais il y a aussi cadrage par un ensemble d'instruments aussi juridiques pour que la donnée soit mise au service de certaines politiques ou de certains objectifs est assez intéressante. Moi j'ai plein de questions évidemment, mais l'idée c'est plutôt de débattre avec tout le monde. Donc on a peut-être 5-10 minutes pour des questions. N'hésitez pas à lever la main et on vous fera passer le micro pour poser vos questions. Le début est toujours comme ça. Bonjour, Pauline Coche. Donc, je travaille aussi avec les données, je dirais de l'open data, pour développer une solution informatique. Et ce qu'on voit, et c'est très bien d'avoir une expérience au niveau du Grand Lyon,
Mais pour développer des solutions et avoir une logique économique derrière, ce qu'il nous faut, c'est une approche plutôt nationale, voire européenne aujourd'hui. Européenne qui est problématique dès qu'on va un petit peu au-delà des frontières et qu'on essaye d'aller voir plus loin. Est-ce qu'il y a une ambition aujourd'hui d'avoir une politique au niveau national et comment est-ce que est-ce que c'est déjà en place? Est-ce que ça va arriver? Est-ce que il y a des essais dans ce sens? La question est intéressante puisqu'un peu elle pose c'est le grand mythe autour de l'open data, comme quoi l'ouverture des données créerait de fait des promesses de réutilisation qui seraient faciles. Et ça marche pas du tout, et notamment parce que les données sont avant tout construites pour un usage qui est celui de l'administration. Et donc, elles vont être standard pour plein de raisons. Il y a une forme d'héritage qui est associée aux données qui font que c'est difficile de les réutiliser pour d'autres usages, notamment les questions de standardisation. En fait, les données d'un territoire à l'autre sont très diverses. C'est un peu mieux à l'échelle nationale quand on a des grands acteurs, on en parlait en amont, qui uniformisent. Donc en France, on n'est pas si mauvais là-dessus, notamment par rapport à d'autres pays européens. Mais effectivement, il y a des enjeux de standardisation. Et ça pose la question, donc il peut y avoir, aujourd'hui, il y a quelques initiatives pour essayer de standardiser un certain nombre de jeux de données à l'échelle nationale, mais qui sont produites localement par des collectivités. Mais on en reste vraiment au balbutiement, parce qu'en fait, ça soulève la question de revoir toute la chaîne de production de données en amont. Et le producteur de la donnée au sein de la collectivité, en fait, il produit les données pour son propre usage. Et la question se pose, est-ce qu'il doit changer sa manière de produire la donnée pour un usage alternatif, extérieur? Mais dans ce cas-là, il devient vraiment producteur de données pour l'externe et moins producteur de données pour l'interne. Et donc ça, aujourd'hui, ce mouvement coûte très cher parce que ça oblige à changer la culture, les modes de faire, les outils informatiques, voire les personnes qui vont sur le terrain pour produire cette donnée. Et c'est pour ça que ça me semble très compliqué de transformer toutes les chaînes de la donnée pour arriver à une uniformisation qui peut être très diverse en plus d'un terrain à l'autre. Mais parce qu'en tant qu'acteur économique, aujourd'hui, si vous voulez que l'open data soit un vecteur de transformation économique, de génération d'activité, pour moi, ça me semble nécessaire. Ok, on est d'accord. Peut-être un petit commentaire, Renaud Heller, sur Doneimer, vous réutilisez... Oui, c'est vrai qu'un petit commentaire là-dessus, côté Neimer, et j'y reviendrai après, on est très impliqué dans la transformation de cette donnée en valeur économique. Et en fait, c'est vraiment la structure et le socle technologique de Neimer qui a été de uniformiser ces données et avoir un énorme travail autour des différents modèles de données pour les rendre interopérables. Et donc, ce travail-là, c'est le travail de l'entreprise et pas de l'acteur public. Parce que si on veut générer vraiment une valeur, on doit construire ce socle technique d'interopérabilité des données en fonction de l'usage qu'on va vouloir faire. Nous, c'est autour de la transition environnementale des bâtiments, mais il peut y avoir 1000 autres applications. Et c'est quelque part le cœur de métier de Neimer. Merci. Une autre question? Oui, Claudie Meyer, Université Gustave Eiffel. Vous avez teasé sur le tuba et la rencontre de l'offre et la demande à Lyon, cette expérience-là. Qu'est-ce qu'il en est sorti aujourd'hui? Parce que le tuba, ça fait un petit moment quand même que ça existe maintenant. Est-ce qu'il y a eu vraiment rencontre de l'offre et la demande? Et est-ce que vous avez des belles histoires à nous raconter? Alors, en partie. En fait, en partie, ça a quand même permis d'ouvrir un petit peu les producteurs de données et de rencontrer un certain nombre d'entreprises réutilisatrices. Mais dans les faits, on se heurte assez vite aux problématiques qui viennent d'être soulevées. Le fait que des données restent très liées à leur contexte d'usage de départ et que c'est difficile de les réutiliser pour d'autres usages. Après, il y avait une vocation un peu plus grande aussi autour du tuba, qui était aussi d'essayer de pousser certaines entreprises à mettre à disposition leurs données dans différents cadres et de les faire rencontrer aussi avec un système d'innovateurs locaux, où là, ça a beaucoup plus fonctionné. Ça a créé un peu un écosystème d'entreprise qui était plutôt à faire également, ce qui est très important autour de l'innovation, créer du réseau et susciter un peu des rencontres entre différents acteurs sur le territoire. Mais donc c'est moins la rencontre entre offre et demande que plutôt la création d'un écosystème autour de la data à l'échelle locale. Et peut-être aussi, du coup, pour préciser par rapport à la question précédente, et il y a un bémol, où
un contre-exemple là-dessus, qui est plutôt les gros acteurs que tu citais en introduction, notamment les grosses plateformes, qui eux aussi sont confrontés un peu à l'hétérogénéité des données locales et qui ont une logique toute différente pour les réutiliser. C'est qu'elles ne vont pas utiliser l'open data. En fait, elles ne vont pas utiliser le marché de l'open data, mais elles vont imposer leurs conditions d'accès aux données, et notamment sous la forme de standards, sous la forme de modalités d'accès, sous la forme de leur propre licence, pour homogénéiser, en fait, notamment à l'échelle internationale, la manière dont elles vont pouvoir avoir accès et réutiliser des données publiques de collectivités. Et ça, c'est très fort dans le cas de la mobilité. Aujourd'hui, si vous êtes une collectivité, que vous voulez être présent sur Google Maps et avoir vos transports en commun, eh bien, il faut utiliser le standard proposé, même imposé par Google, ses licences, et utiliser ses propres outils. Et donc là, vous devez faire le travail, vous, en amont. Vous n'avez pas le choix que vous confrontez en tant que collectivité aux conditions imposées par ces gros acteurs de l'économie numérique. Et ils peuvent se le permettre parce qu'ils ont un rapport de force qui leur est favorable. Et aujourd'hui, une collectivité, son offre de transport public peut difficilement ne pas être sur Google. Et pour l'être présent, vous devez du coup transformer votre chaîne de production de la donnée. Alors, il reste une dernière question, s'il vous plaît, puis après on aura un temps d'échange à la suite aussi. Allez-y. Bonjour, merci d'abord aux organisateurs et aux intervenants de cet événement. Je suis Danielle Wallual, directrice du Master droit de l'intelligence artificielle à l'Institut catholique de Paris. Et vos propos me faisaient penser un petit peu sur la standardisation et la question de l'interopérabilité des données, aux propositions du DSA et du DMA, donc des textes de l'Union européenne, qui imposeraient à partir de 2024 aux grandes plateformes, donc notamment Google, de rendre interopérables leurs données. Alors, ma question se dédouble suite à votre dernière réponse. D'abord, comment est-ce que vous analysez cette volonté d'imposer la standardisation, l'interopérabilité aux grands acteurs privés du numérique et pas aux acteurs publics? Et ensuite, qu'est-ce que ça changera? Donc, vous preniez l'exemple à l'instant des collectivités qui sont obligées de se plier à la structure de Google Maps, par exemple. Qu'est-ce que ça changera pour elles une fois justement que ces textes européens seront entrés en vigueur et que l'interopérabilité des données sera mise en place? Merci. Alors c'est difficile parce que c'est un petit peu prospectif. Aujourd'hui, il y a vraiment un cadre de régulation qui vise justement à les encadrer de manière un peu plus forte. Je pense que la question va aussi se jouer beaucoup sur les modalités d'application et de mise en œuvre du règlement. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est difficile de vous répondre précisément sur l'interopérabilité. Par rapport aujourd'hui, en tout cas, elles ont un certain nombre de données qui sont standardisées même à l'échelle mondiale, puisque c'est le propre de leur service et qu'elles ne font pas d'adaptation territoriale ou très peu. Donc entre guillemets, elles sont déjà un peu interopérables, mais on va se poser la question derrière des modalités plus précises. Et par contre, sur pourquoi c'est beaucoup plus difficile pour les acteurs publics, c'est qu'en fait, on a une hétérogénéité très forte. Et les modalités de transformer la chaîne de production de la donnée, ça coûte très très cher, puisqu'il faut revoir les cultures métiers, les systèmes d'information, et puis les usages de la donnée, puisque vous avez un mode de production de la donnée qui reste un instrument d'action publique pour en certaines finalités. Il faut revoir tous les SI des collectivités locales, c'est très compliqué. Aujourd'hui, rien que sur l'open data, donc même juste la mise à disposition, il y a une obligation théorique par la loi pour une république numérique, mais il y a encore une très large majorité des administrations publiques françaises, et en particulier des collectivités qui ne respectent pas cette loi. On a dès que la ville fait moins de 100 000 habitants, c'est relativement rare qu'elle ait une politique d'open data qui soit très active. Merci beaucoup, Antoine Cormont. On va écouter maintenant Hubert Béroche. Je vais te passer une petite télécommande parce qu'il y a un support visuel. Voilà, tu as 15 minutes. Allô. Oui, ça fonctionne. Moi, j'aimerais d'abord commencer par vous parler un peu de ce que, Alexandre, en fait, tu parlais tout à l'heure en parlant du Big Urban Data. Très rapidement, pour brosser un peu un contexte sur ce Big Urban Data, vous avez, si vous voulez, 3 conditions technologiques qui ont rendu possible l'abondance de la donnée urbaine dans nos villes. Le premier, c'est ce qu'on a appelé dans le début des années 2000 l'émergence des connected cities. En fait, derrière ça, vous avez toute une force de lobbying qui a été amorcée par des acteurs comme Cisco, qui à un moment ont milité
pour que on ait une citoyenneté numérique. Donc il y avait une forme de droit à la connexion, et tout ça fait que de manière assez coordonnée, on a progressivement équipé nos villes de manière à ce qu'elles puissent être connectées. Le deuxième enjeu, c'est l'ubiquité des capteurs. Ça, on les voit partout dans nos villes aujourd'hui. Là, vous avez deux phénomènes assez complémentaires. Vous avez d'abord un facteur quantitatif, c'est le fait en fait qu'il y a, ça devient de moins en moins cher, il y a une baisse du prix moyen de la captation de la donnée. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu qui est plus qualitatif, c'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir diversifier les sources de captation de la donnée. Là, vous avez 4 exemples de capteurs différents qui sont extrêmement puissants, des caméras de surveillance qui peuvent capter énormément d'informations, surtout avec du computer vision, un capteur de pollution de l'air, des beacons. En fait, vous avez probablement votre smartphone qui a laissé sa Wi-Fi ou son Bluetooth activé. Bon, ça veut dire que s'il y a des beacons, on peut triangulariser votre position et avoir des données géographiques. Et vos smartphones, qui là, alors là, c'est vraiment le jackpot. En fait, on va le voir, mais juste des données géolocalisées, donc sans forcément rentrer dans votre smartphone via des plateformes comme Facebook, etc. On peut déjà avoir plein d'informations. Et le troisième élément extrêmement important qui fait que ce Big Urban Data va avoir un rôle considérable dans la Smart City, dans la ville intelligente, c'est l'émergence du machine learning. Et là, c'est une composante qui est beaucoup plus computationnelle, mais si vous voulez, dans les années 2011, après un long hiver de l'intelligence artificielle, une longue période de stagnation de cette technologie, il y a 3 chercheurs, dont 2 francophones, Yann Lequin, Joshua Bengio et un Canadien, Geoffrey Hinton, qui mettent en place une nouvelle manière de faire des algorithmes. Et c'est aujourd'hui, en fait, la manière qui est prépondérante, c'est ce qu'on appelle du machine learning, c'est-à-dire que vous avez des réseaux de neurones que vous allez nourrir avec de la donnée et qui vont se reconfigurer selon l'output que vous souhaitez avoir. Et ça, c'est extrêmement puissant. Aujourd'hui, quasiment la majorité des systèmes de machine learning, d'intelligence artificielle utilisent du machine learning. C'est intéressant pour 2 raisons. La première, c'est que toutes les données dont je vous parlais, ce gisement de données avec du machine learning, ça devient appréhendable, utilisable, compréhensible, exploitable. Donc, on va avoir des acteurs privés comme Google, justement, qui vont pouvoir s'en saisir. La deuxième raison, c'est que vous allez avoir une forme d'effet démultiplicateur. C'est-à-dire qu'une donnée va pouvoir vous donner beaucoup d'autres renseignements. Un exemple concret, c'est la donnée géolocalisée dont je vous parlais. Avec certains modèles de machine learning, juste une donnée géolocalisée peut vous dire si son utilisateur est un homme ou une femme, sa catégorie socio-économique et même son état de santé. Je ne vais pas avoir le temps, mais je pourrais vous dire dans les questions comment on fait pour savoir ça, c'est assez intéressant. Avec cette apparition du Big Urban Data, pourquoi on a ce Big Urban Data dans nos villes? En fait, à la racine de ce mouvement de gisement de données urbaines, il y a une volonté de mieux comprendre, de mieux appréhender le corps social. C'est une idée qui remonte à Montesquieu. En 1748, il publie De l'esprit des lois. L'idée de l'esprit des lois, c'est de voir comment des facteurs exogènes, comme le climat, vont conditionner le développement d'un régime politique et de corps sociaux. Et en s'inspirant de ces travaux, explicitement, il le dit lui-même, vous avez des chercheurs extrêmement puissants aujourd'hui, comme Alex Sandy Pentland, qui est l'un des cofondateurs, on pourrait dire, de MIT Media Lab, qui va travailler sur ce qu'il appelle la physique sociale. Donc la physique sociale, c'est s'inspirer des travaux de Montesquieu, c'est s'inspirer de la dynamique un peu de la physique newtonienne pour essayer de prédire comment va réagir un corps social, comment va évoluer la société. Et pour le faire, il fait ce qu'on appelle du data mining, et plus précisément, on a du reality mining et du web mining. Il y a 2 exemples assez concrets de ce que c'est que cette physique sociale, mais ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est qu'en fait, il y a vraiment un enjeu de pouvoir derrière, c'est de pouvoir comprendre un territoire, avec derrière tous les enjeux qu'on évoquait et qu'on va sûrement évoquer tout à l'heure. Il y a 2 exemples un peu emblématiques. Le premier, c'est qui a fait couler beaucoup d'encre dans les années 2010, c'est l'utilisation de Google Trends pour prédire des épidémies de grippe. Donc en fait, on s'était rendu compte qu'il y avait une corrélation entre le nombre de requêtes corrélées au mot-clé grippe et le vrai taux de propagation de la grippe. Là, c'est ce qu'on voit sur 2 courbes qui sont alignées. La première qui représente le taux de propagation de la grippe en bleu, et en rouge, c'est l'inverse. Non, et en rouge, c'est l'apparition du mot grippe. Et puis vous avez en bas à droite un autre projet qui s'appelle Atlas of Inequality. Là, c'est un projet qui vient du MIT Media Lab, qui a toujours le don de bien data visualiser ses projets. Et en fait, ce que propose Atlas of Inequality, c'est d'avoir une connaissance fine des données socio-économiques d'un territoire de manière à pouvoir prédire sa vitalité. Ça, c'est extrêmement puissant parce qu'en fait, surtout dans la littérature anglo-saxonne, depuis Jane Jacobs, c'est l'un des grands enjeux de l'urbanisme de pouvoir prédire la vie et la mort des villes, en fait. Alors,
rapidement, ce qu'il faut quand même garder en tête avec ce Big Urban Data, c'est qu'il y a un peu deux problèmes qui vont lui être adressés, deux problèmes radicalement différents. Le premier, c'est qu'on va parler de la fin de l'inthéorie. C'est en 2008 l'éditeur en chef de Wired qui s'appelle Chris Anderson qui, dans un article un peu provocateur, dit « On a plein de data à notre disposition, c'est génial, plus besoin de théorie, on a juste besoin en fait de faits, on a juste besoin d'informations et on va pouvoir avoir des corrélations. » Donc plus besoin de causalité, on a de la corrélation et donc plus besoin aussi de modèles intellectuels, de conceptuels, ça nous permet de se rapprocher de la réalité. Première critique, alors Chris Anderson, lui, le dit de manière très positive, il est très heureux. En fait, derrière, dans les années qui suivent, vous allez avoir des philosophes en France comme Bernard Stiegler qui vont critiquer très fortement cette fin de la théorie en disant c'est un savoir qui est anthropique, c'est-à-dire c'est un savoir qui n'est pas capable de se transmettre et qui nous éloigne de la réalité, contrairement à ce que pense Chris Anderson. Le deuxième enjeu, c'est en fait ce dont parlait Antoine tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez avoir des enjeux de pouvoir. On va parler de configuration monopolistique où vous avez des grands acteurs comme Google, Waze, Amazon qui en fait vont s'approprier vos données. Et là, c'est un enjeu qui est plus politique, là où le premier était, on pourrait dire, épistémologique ou en tout cas philosophique. Ce que j'aimerais très rapidement explorer avec vous aujourd'hui, c'est une autre manière de considérer la donnée, alternative ou en tout cas complémentaire, qui pourrait résoudre ces deux problématiques épistémologiques et politiques. Et ce sur quoi on pourrait un peu essayer de se concentrer, c'est cette idée de small data, qui est une idée qui est assez nouvelle, mais qui est en fait assez prometteur. Vous avez deux définitions au small data. La première, c'est ce qui consiste à dire qu'une donnée petite, small data, c'est une donnée qui est immédiatement compréhensible et appréhendable par un être humain. En fait, c'est ce qui se passe en ce moment même. C'est-à-dire que vous êtes capable de comprendre de manière extrêmement intelligible ce qui est en train de se passer. Vous interprétez aussi des signaux non-verbaux qui vous permettent de voir si les speakers sont plus ou moins à l'aise, si vous arrivez à vous transmettre la bonne information. C'est un sujet qui a été exploré par un auteur danois qui s'appelle Martin Lindström. Alors lui, il l'a d'abord étudié de manière très business, très économique, en disant qu'en fait, aujourd'hui, l'essentiel des analyses économiques, c'est du big data, mais que le small data, donc par exemple l'information que vous allez recueillir lors d'un échange face-to-face ou lors de l'administration de questionnaires, ça a aussi une vraie valeur. Je prends l'exemple de l'entreprise Lego qui, en 2002, était au bord de la faillite et qui a fait plein d'analyses de données qui leur disaient de dire, en fait, qui leur incitaient à produire des pièces de plus en plus petites et ça ne les éloignait pas de la faillite. Ce qui les a éloignés de la faillite, c'est un moment de faire des entretiens avec des enfants. Et le directeur de l'époque de Lego va voir un enfant, lui dit « Pourquoi tu portes ces sneakers ?» Et l'enfant lui dit « Parce que j'en suis fier. » Et donc à ce moment-là, le directeur se dit « Ok, peut-être qu'il faut que je construise un imaginaire culturel autour de mes Lego. » Et c'est là qu'ils vont lancer les films Lego et que ça va cartonner. Un deuxième enjeu peut-être intéressant de la small data, c'est l'heuristique. Là, on n'est plus sur les sciences cognitives. L'idée de l'heuristique, c'est de dire que c'est une particularité des êtres vivants qui dit en fait on ne fonctionne pas du tout comme des algorithmes de machine learning. Plutôt que d'ingérer énormément de données, notre force, ça va être de hiérarchiser l'information. Et ça va être de se concentrer sur un petit nombre de données, mais qui sont extrêmement pertinentes. L'exemple qu'aiment bien prendre les chercheurs pour montrer ce qu'est l'heuristique, c'est je vous envoie, alors ils le font c'est assez impressionnant, ils le font dans des salles, ils envoient une balle de tennis, quelqu'un la réceptionne, et en fait, là, vous avez un exemple d'heuristique où il y a une concentration focale pour réaliser une action qui est complexe, en tout cas pour des robots. Vous avez, dans le champ de la recherche, en fait, c'est là où c'est encore plus intéressant, c'est que cette fin de la théorie qui a été conceptualisée par Chris Anderson, on se rend compte qu'en hybridant le big data avec du small data, en fait, on peut avoir des recherches qui sont encore plus poussées, encore plus abouties. Il y a un chercheur de l'université d'Harvard et Northern University à Boston qui s'appelle Daniel O'Brien, qui a travaillé sur le sentiment de territorialité. C'est un peu quelque chose qui est assez complexe à identifier, encore plus à quantifier en sciences sociales, c'est-à-dire à quel point vous, individu, vous avez un sentiment d'appartenance à un territoire, à quel point vous sentez que vous habitez un espace. Et pour ce faire, alors il a fait deux choses. La première, c'est qu'il a analysé des données de big data. Alors en fait, c'est assez intéressant parce que ça rejoint aussi un mouvement de libération des données, mais cette fois-ci aux États-Unis, quand on a commencé à mettre en place le système 311, donc pour pouvoir indiquer des incivilités non urgentes. Et donc, il a analysé un système de données 311 de la ville de 311 de la ville de Boston. Donc, en partant du principe que lorsque vous reportez un problème civil dans votre quartier, c'est parce que vous sentez que c'est à vous. Si vous voyez des jeunes qui dégradent le mobilier urbain et que vous appelez la police, c'est parce que vous avez l'impression qu'on touche à quelque chose qui vous appartient. Donc, il a cette intuition-là qui est assez puissante.
Sauf que cette simple analyse en fait, du big data, il va aussi se rendre compte que ça ne lui permet pas de donner du sens à cette information. Et donc, en plus de cette analyse de données qui recoupe un peu plus de 200 000 données, il va faire du small data, c'est-à-dire qu'il va administrer à des habitants de la ville de Boston qui ont envoyé ces signaux 311 des questionnaires pour les interroger sur les sentiments de territorialité. Et en combinant ces deux sources d'informations, donc du small data, le questionnaire c'est de l'ordre de 300 jeux de données, et l'analyse de big data, il va être capable de cartographier le sentiment de territorialité sur la ville de Boston. Et rapidement, pourquoi c'est très puissant? Parce qu'en fait, à la racine de ça, et c'est la suite de ces recherches, si vous voulez aller voir sur Internet, ce qui va questionner, c'est la corrélation entre sécurité, safety, et entre sentiment d'appartenance. Et donc, la question, c'est est-ce qu'il faut mettre plus de caméras de surveillance et de policiers pour créer plus de sécurité, ou est-ce qu'il faut mieux designer un espace urbain et créer un sentiment d'appartenance? Et ce dont il se rend compte, c'est qu'en fait, ce sentiment d'appartenance, ce que Jane Jacobs déjà expliqué bien avant avec son concept de Eyes on the Street, c'est ce qui génère vraiment de la sécurité. Donc on a quand même là une recherche qui est assez intéressante. Très rapide, je ne sais pas combien de temps il me reste pour... 3 minutes. Étienne, le gardien du temps. 3 minutes. On va passer. On va passer sur ce sujet-là qui est un autre qui a vocation à vous montrer à quel point l'hybridation du small data et du big data peut aussi être extrêmement pertinent. Là, c'était sur la flânerie urbaine. Vous avez une chercheuse du MIT Media Lab qui s'appelle Ariana Salazar Miranda qui a cartographié la flânerie de manière très intéressante en calculant la propension des individus à dévier de la trajectoire optimale, c'est-à-dire du chemin le plus court. Et donc, via cette analyse géolocalisée, elle a fait une cartographie pour mesurer la richesse cognitive de l'environnement urbain. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, ça, c'est de manière très complémentaire aux travaux situationnistes de Guy Debord, notamment, avant lui même des surréalistes, où on s'immergeait dans un environnement urbain pour le comprendre, pour plonger dans son inconscient. Et là, vous avez aussi un mécanisme assez complémentaire qui permet, in fine, en faisant une analyse par la flânerie et de la flânerie, de comprendre, d'appréhender la richesse cognitive d'un territoire. Très rapidement, parce que du coup, il doit me rester maintenant 2 minutes. Maintenant, ce dont je voudrais vous parler, c'est une deuxième définition, plus computationnelle du small data. En fait, le small data, c'est tout simplement un faible jeu de données aussi. Un faible jeu de données, ça veut dire quoi? Ça veut dire entre 100, à peu près, des centaines, des milliers de données. Grosso modo, du big data, c'est des centaines de milliers de données, des millions de données. Un faible jeu de données, c'est des milliers de données. Souvent, on ne considérait pas vraiment ça parce que d'un point de vue computationnel, ça n'a pas vraiment de valeur. Sauf qu'on a un changement de paradigme technologique qui fait que ce small data est devenu de plus en plus important. Le premier, c'est que maintenant, on commence à faire en gros du data-centric AI, c'est-à-dire que plutôt que de vous concentrer sur vos modèles, vous vous concentrez sur la valeur de vos données. Donc, vous allez mieux les labelliser, mieux les travailler, de manière à avoir besoin de moins de données pour nourrir vos systèmes d'IA, conformément à ce que je vous disais tout à l'heure sur la logique de machine learning. Le deuxième enjeu, c'est le edge computing, c'est-à-dire que plutôt que d'envoyer vos données dans le cloud, vous avez la possibilité de les calculer aux périphéries du système. Ça, c'est extrêmement puissant déjà de manière théorique parce qu'on se rend compte qu'avec le data-centric AI, on a la possibilité d'aller vers une IA qui soit plus frugale. Et avec le edge computing, d'avoir une architecture computationnelle qui est ethics by design, c'est-à-dire que votre data, votre information ne s'échappe pas de votre device. C'est le code qui vient à vous. Et vous avez un exemple concret qui montre très bien ce projet, ce sujet, cette hybridation de ces deux tendances. C'est un projet que j'aime beaucoup qui s'appelle Telram Project. Telram Project, c'est un projet qui a été financé par la Commission européenne. L'idée, c'était de donner à des citoyens des hardware, des capteurs extrêmement intuitifs, de manière à ce qu'ils puissent les mettre sur leurs fenêtres et faire du comptage de trafic, de données de mobilité. Et en fait, l'enjeu, c'était de dire, c'est un projet qui fonctionne extrêmement bien, citoyens, on vous donne ce capteur-là, vous captez la donnée, et en la mutualisant, vous allez être capable d'avoir potentiellement une contre-expertise sur votre connaissance du territoire. Donc c'est aussi un moyen en fait de court-circuiter parfois des logiques d'open data et privées. Donc c'est en fait le citoyen qui devient maître de sa donnée. Et là où c'est encore plus puissant, c'est qu'à partir de cette donnée, vous avez une puissance de négociation. C'est-à-dire que dans plusieurs villes où ça a été implémenté, ça a permis de mettre en place des politiques publiques comme mettre des dodanes, mettre des panneaux de limitation de vitesse, parce que les citoyens sont en mesure d'aller voir les forces publiques et de leur dire, voyez, il y a un problème objectif réel. Et ça, c'est un mouvement très fort, bottom-up, qui est en train d'arriver et qui se démocratise sur plein d'autres sujets, de la pollution de l'air, de la préservation de la biodiversité urbaine, où via le small data, on est capable de faire une forme d'empowerment auprès des communautés. Et juste pour conclure, très très rapidement,
ce par quoi je voulais terminer, c'est en fait une idée de vintage Schumacher. Si vous voulez, à la fin du XXe siècle, il y a toute une constellation de penseurs, Ivan Illich, vintage Schumacher, Leopold Kohr, Lewis Mumford, qui vont s'interroger sur les qualités intrinsèquement politiques d'une technologie. Ce qui peut paraître assez contradictoire ou en tout cas étonnant, c'est-à-dire est-ce qu'une technologie par elle-même, non pas par son usage, mais par sa façon, sa composition, est plus ou moins démocratique ou pas. Et l'idée va être de dire, et ça vient notamment de Lewis Mumford, en fait, dans l'histoire de l'humanité, vous avez essentiellement deux types de technologies. Vous avez des technologies qui sont autoritaires, et ces technologies autoritaires, en fait, ce sont des technologies qui sont centralisatrices, qui sont gigantesques. On parle de gigantisme et ça va remonter jusqu'au premier instant de la civilisation avec des technologies sociales à l'époque de l'Égypte antique où vous avez des systèmes d'esclavage qui ont permis la construction de pyramides. Ces technologies sociales, c'est des technologies autoritaires. Et de l'autre côté, vous avez des technologies qui sont décentralisatrices, qui permettent de vous donner plus de capacité, plus d'autonomie et qui sont en fait, by design, petites. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se demander si le big data, le small data, prolonge pas un peu cette dichotomie, cet affrontement qui a été conceptualisé il y a de cela plusieurs dizaines d'années par cette constellation de penseurs. Merci beaucoup Hubert Béroche pour cet éclairage à la fois international, historique et donc qui nous fait penser le rôle de la donnée dans le fonctionnement de nos sociétés. Merci beaucoup. J'imagine qu'il y a beaucoup de questions. Vous pouvez lever la main. Oui. Oui, bonjour, Mathilde Sulzer, Sogefi. Alors plus qu'une question, c'est une remarque. C'est le pouvoir de la donnée. Je trouve qu'avec la donnée, on rentre dans le mode collaboratif beaucoup plus facilement qu'avant. Alors Google y est un peu pour beaucoup parce qu'il a vulgarisé la donnée, l'accès à la donnée et notamment aussi la carte. Mais là, le dernier exemple, la collaboratif avec le citoyen, on voit que c'est possible et grâce à cette donnée qui est disponible et qui se diffuse. Et pour revenir un peu sur l'open data des collectivités, elles l'ont fait dans un contexte réglementaire, mais je pense qu'elles y tireraient profit à être dans un mode plus collaboratif public-privé. Alors déjà au sein des services dans une collectivité, c'est pas évident, public-privé encore moins, mais on sent que grâce à la donnée, ça circule beaucoup plus et il y a une nouvelle dynamique. Merci pour cette question qui fera réagir aussi Antoine, j'imagine peut-être, sur le rôle de la donnée dans les frontières entre les différents acteurs. Petite réaction peut-être. Ouais, peut-être. Alors moi, je suis totalement d'accord avec vous. La chose quand même, la seule nuance que j'apporterai, c'est que ça va dépendre quand même de l'architecture un peu qui environne cette donnée, qui l'héberge, parce qu'en fait, justement, vous parliez de Google. Parfois, ça peut aussi générer... Là, je vous ai montré des exemples plutôt sympas à la fin sur le small data. En fait, sur le big data, vous avez beaucoup de points de friction où vraiment la donnée a cristallisé des affrontements très forts entre des acteurs publics et privés. Sur le sujet de la mobilité, alors évidemment, il y a eu Waze, il y a eu Uber aussi. Alors ça a été surtout aux États-Unis qui, à un moment, a dit aux entreprises privées, aux forces publiques, venez, nous, on vous décharge des coûts de mobilité et c'est même nous qui allons administrer certains bus scolaires. Et au bout d'un moment, en fait, les forces publiques se sont rendues compte qu'elles n'avaient pas accès à ces données-là que générait Uber dans le cadre de ce service. Et là, ça a créé des conflits très forts. Par contre, moi, ce que je remarque, c'est qu'on commence à avoir de la maturité à l'échelle sociétale et politique sur ces sujets-là. Et donc, on fait plus attention en encadrant de mieux en mieux le travail autour de la donnée urbaine, que ce soit en forçant, par exemple, des acteurs de micromobilité à partager leurs données ou en contraignant plus des acteurs comme Uber aux États-Unis. Mais voilà, c'est quand même une sorte de petit effort un peu moi, de ce que j'avais pu voir. Sabré Hamadi, donc Institut catholique de Paris. J'avais une question par rapport au small data, dans le sens où vous parlez de combinaison avec le big data. Est-ce que vous voyez sur le long terme plutôt une victoire du small data ou une victoire du big data, ou vous restez sur l'idée de combinaison? Parce que j'ai l'impression que le small data est beaucoup plus efficient, si on puisse parler, notamment en introduisant plus les citoyens, comparé au big data, où là on laisse les acteurs privés prendre des décisions, etc.
Alors là, en fait, c'est vrai que j'ai vraiment dû énormément simplifier. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a des modèles qui s'affrontent, en fait, qui s'affrontent même d'un point de vue presque ontologique. Ce que je crois, c'est qu'en fait, on va avoir des modèles qui vont cohabiter, même au sein même des mêmes villes. D'un point de vue international, ça c'est clair. Vous avez des chercheurs comme Alice Ekman qui parlent même de urban decoupling, c'est-à-dire le fait que, comme on va utiliser des réglementations, des technologies différentes, une ville chinoise va avoir une utilisation technologique radicalement différente, par exemple, de Nantes. Donc, on peut imaginer un usage différencié du big data ou du small data selon ces gouvernances politiques. Et je pense même qu'en fait, dans la même ville, on va avoir des cohabitations à différentes échelles. Vous voyez, c'est ce qu'on voit avec le projet Telegram, où en fait, en Belgique, on a l'usage de small data par certaines communautés, forces citoyennes, qui cohabitent en même temps avec d'autres acteurs classiques, conventionnels, qui se reportent sur du big data parce que c'est ce que leur permet leur business model et leur organisation managériale. D'ailleurs, l'open data public, aujourd'hui, on serait plutôt dans le modèle du small data, non? Vu les volumes de données qui sont mises à disposition sur data.gouv, c'est plutôt de l'ordre du millier que du million, quoi. Ouais, et alors, absolument. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire ensuite, oui, l'enjeu, c'est de se dire comment avec ce small data, on crée de la valeur. C'est là où il faut que peut-être que j'apporte un peu de nuance. Le small data, c'est cette idée de dire, il suffit pas, votre jeu de données, il faut que vous le travaillez mieux, c'est-à-dire mieux le labelliser, le diversifier, etc. Donc sur la donnée publique, je ne sais pas forcément à quel point elle est vraiment bien travaillée et à quel point elle pourrait se prêter, par exemple, à du data-centric AI. D'autres questions ? Pas directement. Moi, j'avais une question sur la fin de la théorie, parce que quand même, quand on a des chercheurs dans la salle, allez-y. Puis je poserai la mienne après. Je vous en prie. Est-ce que vous êtes capable de projeter un peu, à partir de quand, un peu toute cette tendance machine learning, big data, vraiment s'enracine dans les pratiques? Parce que de ce que je peux voir au quotidien, dans les pratiques des acteurs, c'est quand même aujourd'hui à 95% de tableaux Excel dans la gestion de la donnée. À partir de quand on a commencé Quand les acteurs vont vraiment prendre le pli, ça comporte d'aspects de formation, d'accès à la ressource technologique, de coopération d'acteurs. En fait, c'est une pratique qui nous vient principalement des acteurs du digital, parce que naturellement, ils avaient accès à une donnée. Et donc, c'est premièrement des acteurs type Google, IBM, qui vont d'abord avoir recours à cette data. Dans le domaine urbain, on date parfois la Smart City aux années 2008, en fait, officiellement, avec IBM qui market ce projet. Et le machine learning, là, véritablement, émerge année 2010. En fait, vous aviez des concours à l'époque de computer vision, et il se trouve que le trio dont je vous parlais, le super trio dont je vous parlais, a remporté haut la main avec un taux de réussite de 85%, là où avant il faisait 40%, ce concours. Et donc c'est à ce moment-là où, en plus de ce gisement de données qu'on commençait à avoir dans le monde digital et qui se transférait dans le monde réel, on s'est en plus dit, ah bah attends, on a du machine learning, une nouvelle force computationnelle qui peut nous aider à mieux l'appréhender. Pour compléter aussi, aujourd'hui, c'est plus que très frustre l'usage de la data dans les politiques publiques territoriales. On a très traditionnellement encore sur l'usage classique, mais tout ce qui est les projets de big data, c'est soit des expérimentations, mais c'est souvent très peu couplé au reste de la politique publique. Et ça s'explique par plusieurs raisons. C'est qu'on n'en est qu'encore qu'au balbutiement, et donc il y a tout un ensemble d'articulations avec les usages, les problématiques et les intérêts de chaque acteur sur les territoires. Et apporter une technologie sans prendre en compte l'expertise métier et territoriale, souvent ça ne marche pas. Et donc cette articulation est très longue à mettre en place. Il y a un enjeu de compétences, forcément, de la part de tous les acteurs, des porteurs de solutions, mais aussi des acteurs publics locaux. Et après, il y a tout un ensemble aussi de rapports de force et de rapports de pouvoir. Donc là, forcément, c'est le politiste qui parle, mais qui est très important aussi dans l'usage de ces technologies, puisque l'apport du big data et de ces nouvelles connaissances, en fait, remet en question, met à l'épreuve les expertises traditionnelles. Et les expertises traditionnelles, eh bien, c'est aussi des configurations d'acteurs qui vont défendre leur précaré au sein d'une administration, d'une politique publique, etc. Et c'est très, très long, du coup, d'apporter une nouvelle expertise et surtout de réussir à la coupler intelligemment avec les expertises traditionnelles, plus terrain, plus métier, plus qualitatives. Donc tout ça explique que
que ça peut prendre énormément de temps, que ça va être très variable d'un secteur d'action publique à l'autre et aussi d'une collectivité à l'autre. Merci beaucoup pour ces questions et ces réponses. On va passer maintenant au troisième temps de ce petit déjeuner connecteur avec une présentation de Renaud Heller de la société Namer. Donc il n'y a pas que des acteurs publics dans la donnée, il y a aussi des acteurs privés. Il va nous expliquer comment. Voilà, merci en tout cas pour l'accueil. Ce que je vais vous faire aujourd'hui, c'est vous présenter brièvement le Namer et aussi quelques cas d'usage de la donnée qu'on peut faire et comment on a pu générer cette donnée. Aujourd'hui, en tout cas, nous, Namer, notre ambition, c'est vraiment de mettre à disposition des données autour des bâtiments. Donc, aujourd'hui, on est dans le bon lieu pour en parler avec la Fondation Palladio. Là-dessus, nous, notre ambition, c'est déjà de se concentrer sur, quelque part, on ne va pas nommer le bâtiment une plaie pour la planète, mais qui est clairement au cœur de ces enjeux environnementaux, écologiques. Parce que dans toute sa chaîne de valeur, il y a une forte empreinte carbone des bâtiments, de la construction à l'exploitation, à la déconstruction. Et donc, il y a un fort enjeu si on arrive à travailler cette dimension des bâtiments pour l'ensemble de la planète. Et donc, comment on arrive à respecter un certain nombre de cadres réglementaires qui vont être incitants pour l'ensemble des acteurs à réduire leur empreinte carbone. Donc nous, on va être là pour produire des données qui vont aider ces acteurs. Autre enjeu auquel font face les bâtiments, c'est évidemment l'exposition au risque climatique. Aujourd'hui, quand il y a une inondation, tu disais tout à l'heure, tout se passe quelque part et ça se passe sur le foncier. Quand il y a aussi une catastrophe naturelle, c'est les bâtiments qui en pâtissent. Les premiers, une inondation, un tsunami, c'est des bâtiments par terre. Et comment, du coup, donc, on va aider aussi des acteurs à anticiper ces risques climatiques et à rendre résilients leurs bâtiments. Et ils vont être obligés de le faire aussi, pas seulement par bonne volonté, mais parce qu'il y a aussi des cadres réglementaires européens, typiquement les reporting CSRD, qui vont forcer les acteurs à prendre des engagements là-dessus. Et enfin, l'impact d'artificialisation. Le bâtiment reste une construction humaine qui artificialise les sols et qui, du coup, va avoir un impact sur et le biotope, mais aussi comment va pouvoir réagir l'environnement pour lui-même être résilient. Donc, pour toutes ces bonnes raisons, nous, on se concentre sur cette donnée qui est disponible et qui a été mise à disposition par la force publique pour ensuite détecter le potentiel écologique de l'ensemble des bâtiments. Et en partant vraiment de la maille d'un bâtiment pour ensuite pouvoir travailler à l'échelle, soit de grands parcs immobiliers, de grands propriétaires, soit de villes, de territoires, mais avoir cette capacité en fait de passer d'une échelle micro à une échelle plus massifiée qui vont permettre de vraiment mettre en place des véritables stratégies et plus seulement du bâtiment à bâtiment, quoi. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que pour avoir un véritable impact, il faut aller jusqu'à la recommandation concrète, opérationnelle, et pas seulement être dans le constat, le diagnostic. Et c'est là où aussi, nous, on va travailler à produire ces données complémentaires qui vont permettre d'aller à ce niveau-là. Comment on met ça en œuvre, globalement, nous, ce qu'on fait, c'est mettre à disposition ces jeux de données premium. En quelques mots, on est une usine à données qui, à la fin, produit une donnée inédite. Cette usine, comme toute usine, prend des matières premières. Notre matière première à nous, c'est l'open data. Et donc, on l'a vu dans la question tout à l'heure. Oui, l'open data, c'est pas tout à fait propre, c'est pas tout à fait complet, c'est pas interopérable. C'est là où Namer a construit une expertise très très forte sur comment comprendre déjà la structure de l'open data en France,
comprendre l'ensemble des modèles de données de cette open data, et donc ensuite vraiment construire un data pipeline qui permet d'intégrer toutes ces données hétérogènes. Et ensuite, du coup, on a cette mise en cohérence qui va être faite à partir d'outils d'IA, notamment sur déjà la retraiter, la rendre interopérable. On va faire beaucoup d'analyses sémantiques pour aligner des référentiels. Une fois qu'on l'a rendu plus propre, on va mettre aussi énormément d'efforts sur la géolocaliser. Comment je suis capable de raccrocher une donnée à un bâtiment qui lui-même a une position sur le territoire et une adresse. Et comment, du coup, ce lien adresse-bâtiment qui est extrêmement complexe, je le rends fluide, et du coup, comment je rends disponible la donnée à ce niveau-là. Et ensuite, cette open data, elle n'est pas disponible sur tout le territoire. Et c'était aussi bien le sens de la question tout à l'heure, et aussi le lien avec cette small data qui est mise à disposition à une échelle parfois locale. Nous, on va se rendre compte que ça va être des datasets d'entraînement de nos outils de machine learning qui vont permettre ensuite de massifier à l'ensemble du territoire nos jeux de données. Donc en fait, c'est là la force de Nemer, de partir de ces données assez brutes, et brutifiées, comme tu disais tout à l'heure, pour ensuite vraiment la rendre exploitable, actionnable sur l'ensemble du territoire et sur l'ensemble des bâtiments. Notre objectif, c'est vraiment les 34 millions de bâtiments en France et pas les quelques milliers sur lesquels on va avoir de la donnée. Et donc, pour ça, du coup, on va ensuite s'entourer d'experts techniques au sein de Nemer qui vont avoir ces compétences pour la rendre actionnable, qui ont ces notions, ces ordres de grandeur, ces bons indices, ces bons scoring. Et là aussi, on travaille, on produit de la donnée en mettant en place des règles métiers qui vont assembler toutes les données élémentaires. Et ensuite, c'est comment nous, on va produire des plateformes de mise à disposition de ces données pour que ce soit accessible à tous et pas seulement à une faible population de data scientists, mais qui la rendre exploitable via des cadastres solaires, par exemple. En gros, et là c'est un faible panorama, mais on met à disposition donc, près de 150 données disponibles pour les 34 millions de bâtiments. Donc, on arrive dans les ordres de grandeur du big data, 34 millions fois 100, et donc on va pouvoir travailler autour déjà d'écrire tout le bâtiment, toute sa morphologie, tout son taux d'équipement. Là, on va mettre en œuvre aussi énormément de traitements de computer vision à partir de ce que nous donne l'IGN. L'IGN très généreux, qui nous fait une photo à 20 cm par 20 cm de l'ensemble du territoire. Nous, ça nous permet vraiment de qualifier l'ensemble des équipements sur un bâtiment, ses surfaces, ses découpes, et être très 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 précis sur cette enveloppe qu'on va ensuite pouvoir coupler avec ce que nous donnent les fichiers fonciers, ce que nous donne l'ADEME, ce que peut nous donner aussi le BRGM sur le sous-sol. Enfin, on va être très précis sur cette enveloppe. À partir de là, on va aussi récupérer ce que peuvent nous donner les énergéticiens pour aussi mieux caractériser l'efficience énergétique d'un bâtiment et comment je vais pouvoir activer des rénovations de ce bâtiment. Comment je suis capable aussi de caractériser son potentiel de transition énergétique à ce moment-là, de passer vers du solaire, de passer vers de la géothermie, de la biomasse, en caractérisant réellement sa surface de toit, ses inclinaisons, les objets qui peuvent ou pas empêcher l'activation de ce potentiel. Et enfin, la partie résilience, comment, où se trouve mon bâtiment? Est-ce que c'est un lieu fortement exposé ou pas, aux crues, au vent, au débordement, aux sécheresses, les retraits-gonflements d'argile? On sait que la sécheresse de cet été va coûter à peu près 1,6 milliard si on voulait réparer toutes les fissures qui sont apparues suite aux sécheresses.
Là-dedans, du coup, nous, on va capter toutes ces expositions pour ensuite anticiper et permettre aux acteurs d'anticiper les moyens. Et enfin, la partie symbiocène, de comment je m'insère dans aussi les décrets zéro artificialisation nette et comment je suis capable de mieux caractériser l'occupation des sols, leur artificialisation et faire des recommandations, et notamment dans les contextes d'îlots de chaleur urbains. Donc voilà, nous on s'adresse, et je vais aller un peu plus rapidement, à l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur du bâtiment, les financeurs, les assureurs, tous ceux qui font cette programmation territoriale, la programmation immobilière, toute le BTP, et puis ensuite, après tous ceux qui ont des solutions de rénovation, de transition énergétique, les fournisseurs de panneaux solaires, les fournisseurs d'isolants, qui eux veulent aussi anticiper leur go-to-market à partir de ces types de données, et aussi tous ceux qui assurent la maintenance et qui veulent connaître en amont tout le référentiel de bâtiments sur lequel ils vont travailler. Donc voilà, nous, notre ambition, c'est de mettre à dispo ce type de plateformes qui vont permettre de sélectionner ces parcs de bâtiments pour vraiment passer du diagnostic à l'action. Donc là, c'est un exemple autour de la rénovation énergétique. Comment un parc de bâtiments type ICF Habitat, je vais être capable d'avoir des diagnostics large échelle de son efficience énergétique, la distribution des étiquettes, pour aller petit à petit jusqu'à des bâtiments précis sur lesquels on va pouvoir avoir des propositions de rénovation qu'on aura vraiment calculées à partir de cette description, mais aussi des règles métiers qu'on travaille avec le CSTB ou d'autres pour pouvoir être en avance de phase. Là-dedans, ça sert aussi en cas d'usage. Donc là-dedans, c'est comment je travaille avec des banquiers qui, eux, ont un large parc de prêts immobiliers, un large stock, pardon, et qui doivent anticiper le risque réglementaire auquel leurs clients sont exposés. Donc, je ne peux plus louer une passoire thermique à partir de 2025, je ne peux plus la vendre. Pour un banquier, c'est un facteur de risque pour son client, donc ça le rend un peu stressé. Nous, on va lui faire très rapidement, lui permettre d'avoir ce diagnostic de son portefeuille, et ensuite, après, lui permettre d'aller identifier le financement nécessaire pour remettre à niveau un bâtiment, et donc du coup pour lui ça lui permet de vendre du crédit à la rénovation, mais aussi s'assurer que son client a bien les bonnes ressources financières pour aller jusque-là. Un autre exemple qui est celui des Hauts-de-France, qui a été un des projets emblématiques de Nemer, comment on a cartographié l'ensemble des établissements scolaires des Hauts-de-France. Et là, pareil, en mix de computer vision sur la détection de tout l'état de l'enveloppe des bâtiments, je vais ensuite réussir via du machine learning, faire des recommandations de travaux. Et donc ça, c'est utilisé par la région. Donc là-dedans, typiquement, beaucoup d'open data, ensuite du processing et computer vision, géocoding et machine learning, et du coup, en output, les empreintes du bâtiment, leur morphologie, et puis des recommandations de rétrofitting. Autre exemple, c'est vraiment l'enjeu des cadastres solaires. Comment je suis capable d'engager le citoyen vers une transition énergétique, et donc d'identifier le ROI en termes de financement, de carbone, d'un passage à du panneau solaire. Et donc ça, c'est le fruit de travaux qu'on a pu faire en computer vision sur l'analyse des images aériennes, la segmentation des toits hyper fine, le calcul des orientations et le taux d'équipement, jusqu'à vraiment prédessiner, on le voit, ce qu'on appelle le positionnement de ces panneaux solaires sur les toits à l'unité près, pour se dire, sur ce toit-là, je peux en mettre 12, 13, 14 et pas 25. Parce qu'en fait, il y avait une cheminée, il y avait un Velux, là où d'autres acteurs, Google, pour continuer à parler d'eux, leur projet Sunroof,
c'est assez macro et on ne rentre pas dans ce niveau de détail. Voilà pour illustrer ce qu'on fait, comment on le fait, et qui pour moi est un peu une application de ce qu'on a pu voir, ces enjeux de comment je crée de la valeur, quelles sont les étapes pour y arriver, la marche à l'entrée de cette création de valeur, et puis cette combinaison de small big data. Merci. Merci beaucoup Renaud Heller pour cette belle illustration. Là encore, si vous avez des questions, vous pouvez... Il y avait juste aussi, oui. et on n'aura pas le temps d'en parler, mais c'est-à-dire qu'on ne fait pas ça tout seul. On est inclus dans beaucoup de projets de recherche, avec le Centre Borelli et l'École Normale Sup sur la partie Computer Vision, avec l'IX et le laboratoire de météorologie sur les calculs de potentiel solaire, l'Institut Louis Bachelier sur la partie plutôt modèle économique, et puis le CNES, IGN, le BRGM, tous ces acteurs avec qui on affine aussi nos modèles, nos méthodologies pour les rendre pertinents. Et là-dedans, c'est aussi un fort échange, parce que c'est nous, on consomme leurs données, mais aussi on travaille avec eux sur la manière de produire ces données et de les exploiter. Merci beaucoup, ce qui fait le lien avec le connecteur innovation-recherche. C'est très bien. Donc peut-être, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Moi, en guise d'introduction de ce débat, de cette table ronde, je vais vous poser une question très simple. Est-ce qu'aujourd'hui, on a trop de données ou pas assez? Est-ce que l'enjeu, c'est encore d'en avoir plus ou c'est d'en avoir moins, qu'elles soient plus molles et qu'on les utilise différemment ou mieux? Voilà. Question générale, mais j'aimerais bien avoir votre réaction là-dessus et puis celle du public aussi éventuellement. En tant que producteur de données, nous, notre enjeu, quelque part, c'est pas tant un plus en termes de volumétrie, mais quand même en termes de différentes facettes du bâtiment qu'on chercherait à caractériser. Typiquement, il y en a un, ça va être les matériaux. Et les matériaux de construction, c'est extrêmement difficile de bien connaître les matériaux de construction d'un bâtiment. On a un certain nombre de sources assez éparses, mais qui aujourd'hui manquent encore d'alignement. Typiquement là-dessus, on manque d'un point de vérité. Donc, c'est pas tant un plus, mais c'est quels sont des points de vérité de la donnée qui nous importent. Et ensuite, après, nous, en tant que producteurs aussi, il faut qu'on ait le maximum de datasets d'entraînement pour être d'autant plus précis. Une question tout à l'heure que j'évoquais, c'était pour voir les enjeux d'îlots de chaleur urbains, qu'on a aussi bien senti cet été. Il faut qu'on ait des points de température assez locaux pour bien corréler une morphologie urbaine avec une hausse de la température. Aujourd'hui, par exemple, on a la ville de Toulouse. Alors c'est pas pour rien. Il y a Météo France qui est installé là-bas, le CNES. Il y a pas mal d'acteurs qui s'intéressent à ces questions-là. Et hyper bien équipés. Il y a, je ne sais plus exactement, mais entre 50 et 100 capteurs disséminés dans la ville. Et là, on peut réellement travailler cette prédiction de dire, tel quartier, à la parcelle près, je sais dire quel est son niveau d'exposition. La question, c'est est-ce que je peux extrapoler ensuite la morphologie urbaine de Toulouse avec et ce rapport à la hausse de température avec la morphologie urbaine de Lille? Est-ce que le bâti de Lille ressemble au bâti de Toulouse? Pas complètement. Il y a la ville rose d'un côté. Je ne sais pas comment caractériser Lille, mais voilà, c'est pas. Et donc, même si je vois une densité de bâtiments, des hauteurs de bâtiments à Lille, des types de toits, je ne vais peut-être pas avoir non plus les mêmes albédos qui vont réfléchir la lumière. Donc ça, c'est ce type de données qui est encore nécessaire, qui sont peut-être possédées par des acteurs, des sphères un peu privées dans la Smart City, mais pas encore assez bien uniformisées. Je m'arrête là. Peut-être pour compléter oui, aussi, moi, c'est pas tant sur la quantité de données qui je pense, est important, c'est plutôt de bien penser à chaque fois la donnée et son usage. Et on a autour des discours sur le big data, etc., trop souvent pensant l'idée d'autonomiser la donnée. Et aujourd'hui, la donnée est produite pour un usage et doit être encore produite pour un usage.
Et c'est cette articulation très fine, je pense, qui est importante à prendre en compte. Et ça va jouer sur la granularité, sur la temporalité, etc. En fait, on ne va pas avoir les mêmes besoins selon le même usage. Pour prendre peut-être un exemple, on avait fait une étude sur un cas d'un projet Big Data sur l'aménagement urbain à Paris. Et l'entreprise privée était très fière de pouvoir fournir à la mairie de Paris du coup, le nombre de personnes et le type de flux à la minute près sur telle place parisienne. Et en face, quand on allait voir les équipes en charge de l'aménagement de la place, ils nous disaient, mais en fait, nous, ça ne nous intéresse pas du tout d'avoir la minute. Nous, déjà, si on peut avoir le matin, le midi, le soir, c'est très suffisant. Donc c'est un exemple très précis, mais en fait, qui montre bien que le degré de granularité et de temporalité, donc le plus ou moins de data, va dépendre de l'usage effectif de cette donnée. Juste pour compléter ce qui vient d'être dit, je suis totalement d'accord pour dire, en fait, aujourd'hui, on a vraiment une inflation de la donnée. Et deux choses peut-être à garder en tête, c'est que cette donnée, elle a une empreinte carbone. Donc il y a vraiment un enjeu très fort de mieux la travailler pour en faire en effet un meilleur usage. Donc peut-être d'aller vers du small data ou du medium data, mais en tout cas, une donnée qui soit plus intéressante, peut-être interopérable, c'est-à-dire qu'avec une même donnée, qu'on puisse en avoir différents usages. Le deuxième enjeu, c'est ce qui est apparu en filigrane peut-être aussi pendant ces présentations, c'est qu'on voit que la donnée, c'est un enjeu de pouvoir. Parfois, en fait, on parle même de capital, pour dire que le nouveau capital économique, c'est cette donnée. Et donc, il y a aussi peut-être un enjeu sur l'existant, comment est-ce qu'on arrive à mieux le redistribuer, sous forme de quelle modalité. Très bien. Il y a une question. Oui, bonjour, Amaury Marchal de l'établissement public d'aménagement du plateau de Saclay. Je reviens sur vos 3 présentations parce que finalement, on a vu d'un côté qu'on avait de l'open data, l'open data qui pose la question de la fraîcheur des données, de la multiplicité des jeux de données parfois. Le big data qui est effectivement une donnée massive qu'on ne sait pas forcément comment traiter. Et puis de la donnée que je comprends qualifiée, un petit peu mise en pré-mâché, je dirais, par des acteurs. L'enjeu que nous, on a, c'est de réconcilier tout ça, effectivement. Et c'est là où on est peut-être plutôt sur, alors je ne dirais pas du small data, mais de la donnée qualifiée et du modèle de données en tant qu'aménageur. Nous, notre difficulté, c'est de mettre tout ça au même niveau, alors en termes de temporalité, en termes de territoire, parce qu'on n'est pas forcément sur la totalité d'un territoire, mais on nous demande aussi d'intervenir ou d'avoir des connexions avec le reste du territoire. Donc l'enjeu, il est vraiment autour des points pivots, des référentiels, de ce qui va permettre de faire dialoguer une donnée avec une autre. Et effectivement, on en arrive au fait qu'on n'a pas le big data, parce que quelque part, on a fait tout un travail qui nous amène à dire ça ne sert à rien, c'est ce que vous venez de dire, ça ne sert à rien d'avoir du big data ponctuellement à un endroit si je ne sais pas le mettre en regard d'autres choses qui se passent sur mon territoire. Donc c'est très intéressant, mais voilà, c'est comment est-ce qu'on réconcilie tout ça maintenant. En tout cas, c'est le travail que nous, on peut faire à un niveau opérationnel. Donc, je ne sais pas comment vous voyez ça. Derrière la donnée, il n'y a pas que des ordinateurs, il y a aussi des acteurs qui doivent collaborer. Une réaction ou... En réaction, c'est vrai que sur Paris-Saclay, il y a typiquement ces initiatives pour répondre au PIA4, par exemple. Et là-dessus, côté NEMER, on est hyper impliqué parce qu'on a bien cette sensation que c'est en appliquant cette donnée sur un territoire précis, type Paris-Saclay, qu'on va vraiment sentir son actionnabilité. Et du coup, aller vraiment au dernier mètre de c'est quoi la solution concrète que ça permet. Et finalement, là, pour aller à ce dernier mètre, on se rend compte qu'on n'a pas mis en œuvre des monceaux de données. C'est quelques données sur une centaine de bâtiments. Néanmoins, on a quand même eu besoin en amont d'un large dataset pour produire cette donnée qualifiée, pour faire cette prédiction, pour faire cette donnée homogène, cette donnée interopérable. Ça a nécessité quand même du big data en amont. Mais quelque part, il faut que ce soit géré par des experts, des entreprises comme nous, pour ensuite être mis à disposition comme des points pivots pour les acteurs du terrain, quoi. Merci beaucoup. Je voyais tout à l'heure des personnes avec qui je co-anime, je passerai à la question tout à l'heure, le comité data du LIFTI. Quand j'ai dit est-ce qu'il y avait trop de données, j'ai vu Laurent qui voulait réagir, alors je me permets de... Merci beaucoup, Laurent Escobar, Adéquation, donc à la fois producteur de données et bureau d'études sur l'immobilier résidentiel, et donc un des membres du comité data du LIFTI. Alors,
un avis sur la question qui est posée. Il y a effectivement beaucoup de données. Nous, on appelle ça la jungle. Et donc, je pense qu'on a un devoir collectif, côté opérateur privé, de s'organiser pour la rendre plus compréhensible, la hiérarchiser, voilà, enfin, mettre ça en vitrine. Ça rendrait service à tout le monde. Hein, donc des initiatives dans le cadre du LIFTI ou dans d'autres cas pourront être prises. La deuxième chose, j'étais très sensible à ce qui a été dit, c'est qu'une donnée vaut pour ses usages et que ceux qui travaillent sur les usages, c'est des experts métiers. Alors, donc, nous, on est experts métiers du résidentiel et la donnée qu'on produit, on voit très bien qu'en fonction de l'usage auquel on destine, on va totalement la traiter différemment. Oui, et qu'il faut véritablement qu'il y ait l'expert à côté de celui qui met à disposition la donnée ou de ceux qui vont la solliciter pour l'utiliser, pour qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation de son utilité. Et donc, parce que sinon on apporte des biais cognitifs et en fait on va se tromper. Et au lieu de travailler dans un sens d'intérêt général ou d'intérêt privé, on va produire des contresens qui vont influer négativement une prise de décision, avec toute la meilleure volonté du monde. Donc ça, il faut être très attentif à ça. Je donne un exemple pour ma donnée. Ma donnée peut permettre d'analyser les conditions de la production d'un logement durablement abordable pour la majorité des ménages, où que l'immeuble futur ou actuel soit localisé. Donc si on la traite bien, si on la prépare bien, si on l'utilise, si on aborde des biais cognitifs et qu'on est moins expert dans son traitement, on va arriver au traitement inverse et générer des analyses qui vont générer plutôt une augmentation des prix. Donc la limite est très simple, est très faillible. Notre donnée aussi peut être utilisée par des tiers, pas directement des gens qui sont dans la production immobilière, mais dans l'amont, par exemple, sur la production, enfin, l'usage du foncier, hein, et peut être déterminante, elle n'est pas utilisée aujourd'hui, peut être déterminante dans la compréhension de la formation de la valeur des prix du foncier et apprendre à maîtriser la formation de cette valeur, plutôt que de la subir comme on la subit aujourd'hui. Et donc tout ceci pose une question, moi, qui me taraude depuis de nombreuses années, donc on va dire depuis la fin des années 2010, où la question a été posée par l'État d'ailleurs, qui s'était préoccupé de ça, c'est dans quelle mesure on peut s'organiser pour pouvoir utiliser la donnée privée, qui est de plus en plus actuelle, de plus en plus précise, de mieux en mieux traitée, ce qui n'est pas le cas de la donnée publique, dans les officines publiques, au niveau de l'État, au niveau de ses agences et au niveau des collectivités ou des aménageurs. Donc on voit très bien que dans la strate du bas, la donnée est utilisée et plutôt de mieux en mieux, et dans des systèmes d'information experts. Le PA Saclay en est un exemple. Mais par contre, dès qu'on remonte dans la hiérarchie, on n'est pas au tableur Excel, comme on parlait tout à l'heure, mais pas loin. Hein, et effectivement, j'entends qu'aujourd'hui dire que l'usage de la donnée privée peut, entre guillemets, être néfaste et venir influer une décision publique. Et que donc on se méfie de ces usages, enfin de l'origine de la donnée privée, parce que ça peut apporter des biais sur l'intérêt général. Donc nous, au LIFTI, on ne pense pas du tout ça. On pense que on peut se prémunir de ce type de mésusages tout simplement en s'organisant, mais on voit quand même qu'il y a ces facteurs de résistance qui sont assez importants et que ces résistances, moi, me semblent aller dans un sens contraire à l'intérêt public, à l'intérêt général, et que donc tout le travail que fait Namer et quelques autres, ça serait bien utile pour aujourd'hui venir alimenter les diagnostics et les prévisions des publics. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous voyez, entre guillemets, les choses commencer à se débloquer. Merci Laurent. Avant de répondre, il y avait une autre question. Voilà.
Les 2 dernières questions, puis une réponse rapide, parce que l'heure tourne et on doit finir. Oui, donc Raphaël Languillon, UMIFRE 19 et MAE à Tokyo, chercheur à Tokyo. Donc moi j'avais 3 questions en vérité. Première question, c'est sur le small data. J'ai l'impression que c'est finalement une posture assez classique en statistique, d'échantillonnage et de seuil statistique. Donc quelle est la différence finalement entre la posture classique de l'échantillon représentatif d'une population plus importante en statistique et ce que vous proposez avec le small data? Est-ce que ce n'est pas quelque chose de classique recontextualisé dans l'épistémologie actuelle du numérique? La deuxième question, c'est celle d'Antoine, que j'explicite. Quand on est sur la fin de la théorie, est-ce qu'on ne postule pas ou on n'est pas victime d'un retour de l'idéologie dans le champ de l'économie politique? Parce que c'est quand même très surprenant de postuler la fin de la théorie. Donc j'aimerais bien entendre un peu plus d'éléments là-dessus. Et puis sur le big data et puis l'inflation de la donnée, en vérité, alors dans les applications sociales ou politiques de l'intelligence artificielle et du big data, on est un peu au début, mais dans les réflexions en amont, on est un peu à la fin de l'intelligence artificielle, puisque finalement, l'intelligence artificielle est très simple pour l'instant. C'est un matching assez linéaire entre une donnée input et puis une donnée output. Globalement, on va, par exemple, dans les diagnostics médicaux, on va mettre des symptômes, on va les mouliner, et puis après, on va identifier, vous avez le Covid, la grippe saisonnière, une angine ou ce genre de choses. Mais finalement, on n'a pas de moyens de complexifier en fait le traitement par l'intelligence artificielle entre plusieurs sets de données et puis plusieurs outputs. Donc par exemple, si vous faites ce geste-là, l'intelligence artificielle est incapable de comprendre que vous vérifiez par le toucher que votre portefeuille est toujours dans votre poche. Ça veut dire que si vous voulez faire ça, vous devez vous devez entrer manuellement dans les données un nombre extrêmement complexe d'interactions entre le toucher, la sensation, le fait qu'on a les poches ici parce que la structure du corps est comme ça, que vous avez l'habitude, parce que en raison d'insécurité, qu'on vous vole votre portefeuille, etc., et que la notion d'argent est placée physiquement là, etc. Donc ça veut dire que si vous voulez croiser ce genre d'interprétation et ensuite proposer un certain nombre de solutions au niveau de l'intelligence artificielle, vous devez entrer à la main et non pas rentrer plus de données, un certain nombre d'interactions dans le système. Ça veut dire très, très concrètement que ce n'est pas par l'inflation de la donnée que vous allez améliorer l'intelligence artificielle. Donc la question est de savoir, on en est là actuellement dans les phases amont, quel est le futur de l'intelligence artificielle dans la phase un petit peu de recherche fondamentale. Merci beaucoup. Donc plusieurs questions, peu de temps. Donc je vous propose de prendre la parole à chacun et de répondre à la question qui vous intéresse le plus. Voilà. Alors, première chose, je vais être ultra rapide sur... en fait, vous avez entièrement raison sur la statistique. C'est de la statistique hybridée à d'autres méthodes, tout simplement. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'en fait, les gens de la tech, ils ne sont pas dans une perspective statistique, ils sont dans une perspective cybernétique / computationnelle. J'accumule plein de données, je verrai ce que j'en fais après. Pourquoi j'accumule autant de données? Parce qu'ils ont vocation à dire il n'y a pas besoin d'expertise, il n'y a pas besoin de savoir métier. Tout ce dont on parle tout à l'heure, cette finesse qu'on est capable d'avoir en disant voyez, on n'a pas besoin forcément de toutes les données. On le sait parce que chacun d'entre vous a une expertise. Les gens de la tech, eux, ils veulent s'en dispenser en disant nous, en fait, on va pouvoir s'attaquer à la médecine, la gestion de l'eau, la gestion des déchets. Tout ça, c'est que des problèmes de data. Donc, c'est pour ça que eux, ils sont dans le big data. Si je peux juste très vite aller sur la fin de la théorie. En fait, ce que j'ai essayé de montrer, j'ai peut-être pas été assez clair parce que j'ai un peu débordé, mais en fait, ce que j'ai essayé de montrer justement, c'est qu'en effet, on n'est pas forcément sur cette fin de la théorie et que cette possibilité d'hybrider du big data avec des savoirs conventionnels, des méthodes d'appréhension du réel classique, ce qu'on appelle aujourd'hui le rebranding, le small data, et qu'en fait, il y a moyen de s'enrichir mutuellement avec le small data et le big data pour pas du tout aller vers la fin de la théorie, mais au contraire, continuer d'aller vers une recherche scientifique assez conventionnelle, mais enrichie de nouveaux faits, de nouvelles données. Merci beaucoup, Hubert. Renaud ? C'est vrai que pour répondre aussi à cette question de c'est quoi le futur de l'intelligence artificielle, moi je suis assez d'accord sur cette notion que elle doit bien être combinée, et c'est vrai que chez nous c'est bien ce qu'on fait, on combine du computer vision, du machine learning pour aller vers la prévision de potentiel solaire ou de matériaux de murs ou de pertes de construction. Là-dedans, on va vraiment hybrider ces différentes
type d'IA qui parfois même, alors là je maîtrise très peu ces notions-là, mais on met de la supervision aussi entre différents modèles qu'on va faire concourir les uns contre les autres. Et ensuite après, et c'est pas pour rien, c'est pas idiot de finir sur cette dernière slide, c'est que aujourd'hui nous on est persuadé qu'il faut de l'expertise métier pour vraiment orienter vers une véritable actionnabilité des prédictions qu'on fait. Et c'est pas pour rien que c'est avec le laboratoire de météorologie dynamique qu'on va travailler pour faire des nouveaux modèles de potentiel solaire. Parce que ça reste quand même les experts là-dedans. C'est pas pour rien qu'on est avec le CRMA, qu'on est avec le BRGM, l'IGN et le CNES pour coupler ce qu'on voit de l'espace jusqu'à ce qu'on voit du sous-sol et des interactions fines qui sont possibles. Donc c'est là où, pour moi, c'est pas la fin de la théorie, bien au contraire. Si on veut faire avancer l'IA plus loin dans son actionnabilité, c'est mettre toute la théorie, la systémique entre chaque donnée, entre chaque prédiction. Et ça, c'est quand même les modèles physiques qui créent la systémique. Merci. Antoine Courmont. Ouais, moi, pour terminer, plutôt sur la question entre les données privées et l'usage par les acteurs publics, c'est difficile d'avoir une réponse générique puisque ça va dépendre très fortement du secteur d'activité, du type de collectivité, etc., du type de données. Après, globalement, il y a, tout le monde l'a dit là, sur le rapport entre l'expertise. Donc, il y a un enjeu côté acteurs privés qui vont fournir les données, de ne pas être seulement dans nous, on a la donnée qui va répondre à votre usage sans connaître leur usage, mais vraiment de travailler ensemble avec l'expertise métier. Donc, ça, c'est un premier point, je pense, très important. Et après, sur le côté rapport de pouvoir, il peut se jouer aussi plein de choses selon les configurations d'acteurs, du coût d'accès à la donnée, de la maîtrise de l'expertise côté acteur public aussi pour pouvoir l'actionner, de pouvoir être sûr aussi quand on l'utilise pour un service public d'avoir accès aussi dans le temps. Et une continuité sur l'accès à la donnée. Donc ça, c'est des enjeux que se posent les acteurs publics. Et après, sur une réflexion plutôt en sciences politiques, vous disiez de changement d'expertise aussi et de perte de pouvoir de l'acteur public s'il s'appuie sur les acteurs privés. De fait aussi, en fait, la production de données et la capacité aussi à dire le monde par la donnée et à produire de la connaissance, ça crée aussi une capacité à pouvoir gouverner le territoire. Et historiquement, en fait, il y a tous des travaux en sciences politiques qui montrent très bien que les États les plus forts sont les États qui ont été en capacité aussi de produire ces outils de connaissance, ces outils cognitifs sur leur propre territoire, sur leur population, etc. Et aujourd'hui, peut se poser la question d'un basculement de ce pouvoir, moi ce que j'appelle pouvoir sémantique, des acteurs publics vers certains acteurs privés. Plutôt que basculement, je pense qu'on aurait des formes d'hybridation, mais qui sont intéressantes à étudier sur comment on catégorise, comment on dit le monde, comment on dit les choses, et comment du coup on construit de l'action publique et des modes de coordination à partir de cette connaissance des choses et des territoires. Merci beaucoup pour cette dernière intervention en forme d'ouverture. Merci aux trois intervenants de nous avoir partagé aujourd'hui leurs connaissances et de cet univers des données. Merci à la Fondation Palladio de nous avoir reçus et merci à Étienne Rio de m'avoir proposé l'animation de ce petit déjeuner. Je pense que la somme des questions qu'on voit encore nous permet de dire que peut-être on pourrait faire un deuxième petit déjeuner autour de ces questions. Enfin, on sent qu'on n'a pas épuisé le sujet. Donc voilà, restez connectés à la Fondation Palladio, au LIFTI pour continuer ces discussions. Merci.